14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La conclusion est catégorique. C'est bien une seule et même arme qui a tué 3 fois à Béziers et 3 fois encore quelques jours plus tard dans le Var. Joseph Reko devient donc plus que jamais le suspect numéro 1 et il devra répondre de 6 meurtres devant la justice. Bonjour, c'est l'un des plus anciens détenus de France. Joseph Thomas Reko, alias Tommy Reko, 87 ans, est aussi l'un des meurtriers les plus terrifiants de l'histoire. Toute une vie sous l'emprise du crime. Pas moins de 7 victimes abattues de sang-froid, hommes et femmes, ainsi qu'une petite fille de 12 ans. Avec Reko, la justice va aussi découvrir l'histoire d'une famille de pêcheurs corses, victimes d'une étrange malédiction. Un clan hanté par le mauvais sort, les superstitions et les croyances mystiques. Au total, Reko a passé aujourd'hui 58 ans de sa vie en prison. Il vient une nouvelle fois de demander sa libération et cette fois, il pourrait sortir. Éventualité inimaginable pour certains proches de victimes qui, malgré les années, on va le voir, n'ont rien oublié. Tommy Reko, criminel sans remords, un homme qui se dit innocent comme l'enfant qui vient de naître, va-t-il quitter sa prison ? Pourquoi, des années après, son cas continue-t-il d'enflammer les imaginations ? Question que nous poserons aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, Tommy Reko, le tueur aux yeux bleus. Fin 1979, début 1980, sa silhouette va apparaître derrière une série de meurtres qui se ressemblent. Ce 22 décembre 1979, à 3 jours seulement de Noël, l'hypermarché Mammouth à Béziers ne désemplit pas. La foule des grands jours, une recette record en perspective. Vers 13h30, personne n'a entendu les 3 coups de feu successifs dans une petite pièce fermée par un double sas, le local de la comptabilité. 3 femmes, 3 employés gisent face contre terre dans cette espèce de salle des coffres. René Chamaillou, 29 ans, Josette Alcaraz, 27 ans, Sylvette Morel, 27 ans. Toutes ont été tuées à bout portant alors qu'elles étaient allongées par terre. Une balle près de l'oreille gauche pour René et Sylvette, une dans la nuque pour Josette. L'arme, un calibre 9 mm, est un revolver 38 spécial ou 357 Magnum, sans doute un Smith & Wesson. Le tueur a emporté près de 640 000 francs, des billets en train d'être comptés. Les policiers s'interrogent. Pourquoi avoir donné la mort à 3 jeunes femmes qui n'ont opposé aucune résistance ? Il est probable que l'une d'elles au moins connaissait le meurtrier. Un homme à qui on a ouvert la porte sans se méfier. Un carton de vêtements est retrouvé dans la salle. Peut-être était-il destiné à être remis à une des caissières. Était-ce un stratagème pour accéder à ce local protégé ? L'APJ soupçonne un membre du personnel, interroge aussi les proches des victimes, mais aucune de ces pistes n'est concluante. Près d'un mois plus tard, 18 janvier 1980, avenue du Coteau Fleury, lotissement La Californie à Carqueiranne, dans le Var. Peu après 20h, les gendarmes du Pradé sont alertés de la découverte de 3 corps dans une villa. La tuerie vient de se produire. Les victimes sont Gilles Le Goff, 45 ans, propriétaire de la maison, abattu de 2 balles dans son atelier de bricolage au sous-sol. Sa fille Sandrine, 12 ans, ainsi que Jacques Coutrix, 53 ans, un voisin. Ces 2 corps reposent près de la porte d'entrée. 3 victimes tuées de sang-froid, à bout portant, des tirs dans la tête ou dans la nuque. La petite Sandrine, touchée au crâne côté gauche, est morte lors de son arrivée à l'hôpital. Mais avant d'être abattue, la petite fille a téléphoné vers 19h30, affolée, au bureau de sa mère. Elle est tombée sur la directrice. Elle a dit qu'elle entendait une dispute et prononcé cette phrase : « Quelqu'un veut faire du mal à mon papa, c'est le cousin de René ». La directrice a alors appelé les voisins, les Coutrix. Jacques Coutrix s'est rendu sur place et a été tué. Des coups de feu qui n'ont fait aucun bruit, pas de témoins. Pour le moment, le lien n'est pas établi avec l'hypermarché, mais les 4 balles de type semi-chemisé utilisées à Carqueiranne sont les mêmes qu'à Béziers. L'arme, ici, est également un revolver 38 spécial ou 357 Magnum. Les enquêteurs se concentrent sur les derniers mots de la petite Sandrine. Le cousin de René est tout de suite identifié. Il ne peut s'agir, après déduction et vérification, que du dénommé Joseph
Tommy Recco, 45 ans, un homme déjà connu de la justice. Son casier comporte une condamnation pour meurtre, celui d'un garde maritime le 28 octobre 1960 à Propriano. Joseph Casabianca était son parrain. Recco l'avait abattu à la chevrotine, puis lui avait écrasé la tête avec une pierre. Il avait reconnu, puis nié les faits. Condamné à la perpétuité, il a fait 17 ans de prison. Libéré il y a 3 ans pour bonne conduite, avec interdiction de retourner en Corse, sa terre natale. Recco vit à Marseille, une chambre de bonne au numéro 1 de la rue Papetti. Il est chauffeur-livreur chez Sporasub, une société de matériel de plongée. Le 19 janvier, lendemain de la tuerie de Carqueiranne, il est placé en garde à vue. Il nie le massacre, puis après 36 heures, il avoue. Il avait un différend avec Gilles Le Goff, il l'a tué. Quand il a vu débouler le voisin et la petite fille, il a paniqué. Il déclare « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Ce serait mentir de vous dire que c'était pour empêcher qu'il y ait des témoins. J'étais dans un état second. » Tommy Recco ne va pas rester longtemps dans la peau de l'accusé idéal. Il va effectivement revenir sur ses déclarations, quitte à nier les évidences. Au total, Béziers et Carqueiranne, c'est 6 meurtres qu'il aurait commis. Le 23 janvier 1980, Tommy Recco revient sur ses aveux pour le triple meurtre de Carqueiranne. Il affirme être innocent à 100%. Expression qu'il ne va cesser d'employer et avoir parlé sous la contrainte. Il accuse les gendarmes de l'avoir frappé et de lui avoir fait subir des violences sexuelles avec un manche à balai. Les expertises médicales ne détectent strictement rien. Il a bien un tympan percé, blessure peut-être causée par une gifle ou par la pratique intensive de la pêche sous-marine. Recco se calfeutre dans le silence. Il nie les faits, mais les enquêteurs accumulent les indices. La boue relevée sous les bottes du suspect est la même que celle du lotissement de Carqueiranne. Le 4 mars, il découvre un cagibi utilisé par Recco dans l'immeuble où il vit, à Marseille. Un trousseau de clés de la villa des Le Goff y est découvert. Découverte contestée par l'intéressé, il accuse les enquêteurs d'avoir déposé eux-mêmes les clés. Un co-détenu indique enfin que le Corse lui a avoué avoir tué les 3 personnes dont la petite fille. Recco lui aurait encore raconté qu'il était avec 2 complices derrière le carnage de l'hypermarché de Béziers. Les enquêteurs font aisément le rapprochement entre Tommy Recco et l'exécution des 3 caissières. Même mode opératoire dans la trajectoire des tirs, des victimes touchées à la tête, généralement côté gauche. N'a-t-il pas dit à un gendarme en garde à vue « Quand je veux tuer quelqu'un, je tire dans la tête. Quand je veux le faire souffrir, c'est dans les genoux ». Indice capital, 4 experts judiciaires sont formels. Les 7 projectiles meurtriers à Carqueiranne et à Béziers sont identiques. Ils proviennent de la même arme. Il y a encore ce témoin, monsieur Maffre, qui s'est manifesté tardivement, mais affirme avoir reconnu Tommy Recco dans l'hypermarché. Le témoin se souvient de cet homme qui traînait au rayon alcool. Un détail l'avait marqué: les yeux bleus profonds de l'individu. Les investigations établissent que Recco connaissait les lieux. 6 mois avant le braquage, il avait livré une combinaison de plongée à la caissière en chef. Il aurait donc prétexté la remise d'un nouveau colis pour se faire ouvrir la porte. Le suspect nie en bloc les accusations. Lors de la reconstitution organisée à Béziers par le juge, il décide de ne pas sortir du fourgon de gendarmerie. Il refuse de franchir la porte de l'hypermarché. Le juge toulonnais Jacques Nunez l'entend alors dans le fourgon, mais Recco ne dit rien. Les avocats de Recco, et notamment 2 ténors du barreau, maître Paul Lombard et Frédéric Monneret, dénoncent une instruction à charge. Selon eux, Tommy Recco est le coupable idéal, seulement victime de son lourd passé criminel. La défense conteste les conclusions des experts balistiques. Une même arme, certes, mais pas forcément un même tireur, répètent les avocats. Lors d'une confrontation avec le témoin de l'hypermarché, Recco dément avoir mis les pieds à Béziers. L'alibi qu'il a présenté, il était à Marseille ce jour-là, son alibi s'est pourtant effondré. À la sortie du palais de justice, et alors que la foule le conspue et demande sa mort, Tommy Recco hurle qu'il est innocent, innocent comme Jésus-Christ. Le public veut alors le lyncher et commence à tabasser son avocat, maître Lombard, qui avait dit qu'il croyait totalement à l'innocence de son client. 2 ans d'instruction à l'automne 1982, et puis Tommy Recco est renvoyé pour un procès en cour d'assises, un accusé loin d'être ordinaire, tant son histoire familiale, la saga des Recco, donne le tournis.
Avant que Tommy Recco ne comparaisse devant une cour d'assises, sa famille fait corps autour de lui. Grande famille, les Recco, des pêcheurs renommés et redoutés à Propriano, qui ne comptent pas moins de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles. Des enfants qui semblent porter avec eux une litanie de malheurs. Un premier garçon mort à la naissance, puis Paul-Louis, tué dans un accident de voiture. Toussaint, le pêcheur de corail, abattu par son beau-frère. Pierre, tué par 2 hommes masqués pour une querelle sentimentale. Francine, une sœur mystérieusement tombée dans un escalier. Antoine, le frère aîné, condamné à la perpétuité pour avoir tenté de violer et tuer 2 jeunes campeuses sur son bateau. Et puis Tony Recco, accusé en 1962 pour le meurtre d'un garde maritime, son parrain Joseph Casabianca, condamné à mort, gracié par le président de la République, peine commuée en perpétuité. Tony, désormais accusé de 6 meurtres, dont une enfant de 12 ans. Sa mère, Micheline Recco, alias Mama Recco, défend dans les journaux ce fils qu'elle considère comme un ange. Elle répète qu'il est innocent, il lui a juré lui-même qu'il n'avait rien fait. Tony Recco n'est pas encore jugé, mais sa légende est celle des Recco et des gens en marche. Les journaux racontent ainsi, à propos du clan, une vieille légende, la malédiction de la tortue qui pleure. Le père de famille, Jean Recco, le pêcheur le plus prisé de Propriano, aurait un jour découvert une tortue géante échouée sur une plage. Il lui aurait coupé le cou, la tortue se serait mise à pleurer. La légende ajoute que Jean Recco aurait utilisé la vaste carapace pour en faire un berceau pour ses 11 enfants successifs, tous aurait été maudit par cette décision. Le fait est que la famille sera décimée par la violence, jusqu'à Tommy Recco, décrit par les experts comme un égocentrique qui montre une indifférence majeure face aux notions de mort, un homme qui peut facilement passer à l'acte. 21 ans après sa première condamnation, Tommy Recco, violent, impulsif, ne va pas échapper à un deuxième procès d'assises. La peine de mort a été abolie. Il encourt désormais la peine maximale, la perpétuité. Ce 6 juin 1983, Tommy Recco se dresse dans le box des accusés de la cour d'assises du Var à Draguignan. Il porte un costume cravate, des cheveux noirs et longs qui lui ont valu en détention le surnom de Geronimo. De ses yeux bleus, il fixe l'assistance et les jurés avec une rare intensité, comme s'il voulait foudroyer tout le monde. Le procès n'a pas encore commencé, il harangue des gens le public, il hurle qu'il est un bouc émissaire, il multiplie les allusions à Jésus. Je suis victime d'une erreur judiciaire, je suis vraiment le chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Les familles des victimes sont à bout et veulent la peau de Recco. L'accusé reste de marbre, se met en scène, nie les crimes dits de ses victimes potentielles qu'elles méritent d'être canonisées. Des familles éplorées, qui essaient tour à tour de le faire avouer, mais Recco ne bronche pas. Il baisse une seule fois les yeux après le témoignage de Madame Coutrix, veuve de Jacques Coutrix, tuée à Carqueiranne. Le 14 juin, après 8 jours de procès sous grande tension, au cours duquel Tommy Recco n'a reconnu aucun de ses 6 crimes, les jurés se décident pour délibérer. Après seulement 1h45 de huis clos, le verdict tombe. Perpétuité, assorti de 18 ans de peine de sûreté. L'avocat général confiera plus tard que si la peine capitale avait toujours été en vigueur, il l'aurait proposé. Sa mère, Mama Recco, qui n'a cessé de le défendre au fil des audiences, quitte à se faire insulter par le public, quitte la cour d'assises en sachant qu'elle ne reverra plus son fils. Celui-ci est alors écroué à la centrale de Clairvaux, où il effectuera la plus grande partie de sa peine. Tommy Recco va passer près de 60 ans en prison. Ses demandes de libération systématiquement refusées. Il espère que sa dernière requête sera reçue favorablement par les magistrats. Les parties civiles, elles, ne veulent pas le voir dehors. Le 1er octobre 2021, Tommy Recco a déposé sa 21e demande de remise en liberté. Toutes les tentatives précédentes avaient échoué, y compris un recours en 2019 pour des motifs de santé. Le rapport médical avait conclu que sa condition physique était compatible avec un maintien en détention. Celui qu'on surnomme Geronimo rêve de pouvoir rentrer en Corse et de pouvoir mourir dans son lit à Pietracorba, un petit village du Cap Corse où son épouse habite. Malgré son grand âge et ses ennuis de santé, la justice considère que Recco est toujours dangereux pour la société. Même son fils Paul-Louis Recco avait déclaré au journal Ouest France « S'il sort, il va encore faire des conneries. Il n'a qu'une seule idée en tête, se venger de ceux qui l'ont dénoncé. »
Les familles des victimes, de leur côté, n'ont rien oublié de leurs tragédies respectives. Les années écoulées n'ont pas effacé le souvenir d'un Tommy Recco qui demeure un monstre à leurs yeux. Plus de 40 ans après les tueries de Béziers et de Carqueiranne, l'affaire n'est pas éteinte. Le feu couve toujours autour de Tommy Recco. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.